Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose de commencer nos travaux. Je déclare la réunion du 6 novembre ouverte. Avant de passer la parole au chef de groupe, je tiens à excuser Luc Gillard qui est souffrant, ainsi que Virginie Lefranc-Virquet. Monsieur Rassa, complet. Monsieur Van de Bury. Bonjour. Bonjour. Ok, Monsieur Capa. Excusez, Monsieur le Dessert, Mme Colomini et Monsieur Léonard va arriver en cours de séance. Merci. Monsieur Tchallon. Au cas de Mme Lefranc-Virquet, Mme Debette qui arrive, et M. Mulet, c'est son temps. Ok. Monsieur Lejeune. Merci. Avant d'entamer notre réunion, je vous informe que le schéma des travaux qui occuperont notre semaine se présente comme suit. Aujourd'hui, c'est la date de clôture du dépôt des amendements budgétaires. Nous passerons d'abord la question d'actualité en vue, l'ouverture et la fermeture de la discussion sur les modifications budgétaires 2023, les taxes 2024 et le budget 2024, y compris la note de politique générale. L'examen et vote des dossiers traditionnels, examen et vote d'un dossier à huis clos. Demain, mardi 7 novembre, réponse des députés provinciaux aux interventions sur leurs compétences spécifiques et l'intervention des chefs de groupe sur les modifications budgétaires 2023, les taxes 2024 et le budget 2024. Et le jeudi 9 novembre, réponse du Collège provincial aux interventions des chefs de groupe, vote de l'Assemblée sur la troisième série de modifications budgétaires 2023, la quatrième série d'emprunts de couverture extraordinaire 2023, les taxes provinciales 2024, le budget 2024 et la première série d'emprunts de couverture extraordinaire 2024. Vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour, comprenant la question d'actualité. Point 1 de l'ordre du jour actualisé. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 21 septembre 2023. Je donne la parole à Monsieur le Premier secrétaire pour la lecture de ce résumé. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, donc il me revient de faire le résumé du procès-verbal de la réunion du Conseil provincial du 21 septembre 2023. Donc la réunion est présidée par Monsieur Jean-Claude Jadot, assisté de Madame Anne Tans de Bruges et de moi-même. La séance est ouverte à 16h30. 50 membres y assistent. Monsieur le gouverneur et Monsieur le directeur général provincial assistent à la séance. L'Assemblée entend une communication de Monsieur le Président. Monsieur le Premier secrétaire donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 6 juillet 2023, l'Assemblée entend les réponses du Collège provincial aux questions d'actualité, reprises sur les documents 22, 23, A24, A25 et A26. L'Assemblée adopte à l'unanimité les documents 22, 23, 344 à 349, 22, 23, barre 351 à 361, 22, 23, barre 365 à 384, 22, 23, barre 387 à 398, 22, 23, barre 400 et 401. Les documents 22, 23, 405 et 406. L'Assemblée adopte aussi les documents 22, 23, barre 350 et 22, 23, barre 385 et 386, ainsi que les documents 22, 23, barre 402 et 403. Le Conseil provincial prend connaissance des documents 22, 23, 399 et 404. Le procès-verbal de la réunion du 6 juillet est approuvé. La séance publique est levée à 17h40. En séance à huis clos, l'Assemblée a procédé à la nomination de Mme Céline Rémy-Paulus à titre définitif et à temps plein sous réserve d'agréation par la communauté française en qualité de directrice au niveau secondaire supérieur de promotion sociale à l'Institut provincial d'enseignement secondaire de promotion sociale de Verviers, orientation technologique à dater du 1er octobre 2023. Aussi, à la désignation de Mme Kim Aya à titre temporaire et à temps plein sous réserve d'approbation par la communauté française en qualité de directrice au Centre psychomédico-social provincial A de Huy à partir du 22 septembre 2023. Et enfin, à la désignation de Mme Catherine Thomassen à titre temporaire et à temps plein sous réserve d'approbation par la communauté française en qualité de directrice au Centre psychomédico-social provincial de Liège à partir du 22 septembre 2023. Merci, Monsieur le Premier secrétaire. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion.
Point 2 de l'ordre du jour actualisé, le document 028, vérification des pouvoirs d'un conseiller provincial suppléant de la liste Les Engagés CSP pour l'arrondissement de Verviers, appelé à siéger en remplacement de M. Jaap Schrottbilgen, démissionnaire. Nous allons procéder à la désignation par voie de tirage au sort d'une commission spéciale de vérification des pouvoirs pour l'arrondissement de Verviers. Elle sera composée de 7 membres. La commission devra nommer en son sein un président et un rapporteur chargés de soumettre les conclusions de la commission au Conseil. Monsieur le Premier secrétaire a effectué le tirage au sort des membres de la commission. Que je vais faire immédiatement. Il y a 4. 7. 7. Ah. Grégory Piron. Félicitations. Delray Marc. Manquera un. De Barros Aline. Soeva Asiane. Van de Bury Julien. Le jeune Luc. Anne Tans de Bruges. C'est moi? Ah oui. Nous suspendons nos travaux pendant quelques minutes afin de permettre à la commission que nous venons de désigner de s'acquitter de sa mission. Nous reprenons nos travaux après cette interruption de séance. Je déclare donc la réouverture de la séance. La parole est à Madame Vinciane Soé, qui va nous faire connaître les conclusions de la commission spéciale de vérification. Merci, Monsieur le Président. Donc, c'est vérification des pouvoirs d'un conseiller provincial suppléant de l'arrondissement de Verviers, Monsieur Pierre Herler, premier suppléant de la liste Les Engagés du district de Verviers, appelé à siéger en remplacement de Monsieur Jacques Schrottbilgen, démissionnaire. Donc, le rapport. Au nom de votre commission spéciale de vérification, réunie en séance de ce jour, sous la présidence de Luc Lejeune, et à laquelle assistaient Julien Van de Bury, Aline de Barros, Anne Tans de Bruges, Grégory Piron, Marc Delray et de moi-même. J'ai l'honneur de faire rapport sur la vérification des pouvoirs d'un conseiller provincial suppléant de l'arrondissement de Verviers afin de pourvoir au remplaçant de M. Jacques Schrottbilgen, démissionnaire. Pour rappel, M. Jacques Schrottbilgen a été élu suite aux élections provinciales du 14 octobre 2018 sur le district d'Eupen. Toutefois, les derniers suppléants de la liste CSP du même district ayant manifesté leur volonté de ne pas exercer le mandat de conseiller provincial, le questionnement de son remplacement à défaut de suppléant sur la liste du conseiller concerné a été sollicité auprès de l'autorité de tutelle. Conformément à l'avis du service public de Wallonie transmis à Monsieur le directeur général provincial en date du 21 septembre 2023, qui stipule que si les conseillers classés suppléants sur la liste CSP dans le district d'Eupen ne peuvent siéger pour des motifs qui leur appartiennent, il convient de se reporter au classement des suppléants de la liste CDH Les Engagés du district de Verviers, à laquelle 2 sièges ont été attribués lors de la seconde répartition des voix en application des règles relatives à l'apparentement. Cette liste comportant encore 4 suppléants. Sur base des considérations reprises ci-avant, M. Pierre Herler, né le 29 août 1971 et domicilié rue Émile Goudert 5 à Stavelot, est le premier suppléant en ordre utile de la liste Les Engagés du district de Verviers. Par courrier daté du 6 octobre 2023, M. Pierre Herler notifie ainsi au président du Conseil provincial qu'il accepte le mandat de conseiller provincial jusqu'au terme de la législature. Il résulte d'une correspondance avec l'autorité communale de Stavelot, datée du 18 octobre 2023, certifiant que M. Pierre Herler réunit les conditions d'éligibilité requises et ne se trouve dans aucun des cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus par les dispositions décrétales. Articles L. 4142-1 et L. 2212-74 à 81 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 74 à 81 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 74 à 81 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 74 à 81 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 74 à 81 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 74 à 81 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 74 à 81 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 74 à 81 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 74 à 81 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 74 à 81 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 74 à 81 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 74 à 81 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 74 à 81 du Code de la démocratie locale et
À l'unanimité, votre commission spéciale de vérification vous propose, mesdames les conseillères provinciales et messieurs les conseillers provinciaux, d'admettre monsieur Pierre Herler à la prestation de serment et de procéder à son installation en qualité de conseiller provincial. Merci, madame la conseillère. Je mets ces conclusions aux voix. Qui est pour les conclusions de la commission spéciale de vérification? Unanimité. Je vais à présent inviter M. Pierre Herler, dont les pouvoirs viennent d'être validés, à prêter le serment légal. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vous remercie. Je prends acte de votre prestation de serment et vous déclare installé dans vos fonctions de conseiller provincial. Je vous souhaite, chers collègues, un bon retour au sein de notre Assemblée. Je vous informe également que les changements suivants seront effectués au sein des commissions. M. Pierre Herler sera membre de la 5e commission à la place de M. Luc Lejeune. M. Luc Lejeune devient membre de la 1re commission à la place de Mme Marie Monville. Mme Marie Monville devient membre de la 4e commission à la place de Mme Astrid Bastin. Et Mme Astrid Bastin devient membre de la 2e commission en remplacement de M. Jacques Strotbilgen. Je suppose que je n'ai rien oublié, que c'est bien correct, Monsieur le chef de groupe. Point 3 de l'ordre du jour actualisé, questions d'actualité. L'ordre du jour des questions d'actualité comporte un point, le document A01, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relatif au grès Liège. Je me permets de vous rappeler que, conformément à notre ROI, après développement de la question par son auteur, un membre par groupe politique peut intervenir sur la question pendant 2 minutes maximum par intervenant. Le député concerné prend ensuite la parole pour la réponse. À l'issue de la réponse, l'auteur ou le co-auteur peut exprimer sa réaction pendant une durée n'excédant pas 2 minutes. Pour cette question, je donne la parole à Mme Muriel Freinet. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, le grès a sorti sa brochure de plus de 145 pages, bien foutue, il faut bien le reconnaître, la feuille de route de la métropole liégeoise. Des thématiques, des concepts de développement de territoire, du spatial en passant par l'alimentaire, la transmission des savoirs, l'énergie ou l'économie, cela brasse large avec au passage quelques compétences dévolues principalement en principe à cette Assemblée. Le grès se veut, entre guillemets, le représentant du territoire, du bassin de vie des Liégeois et donc, hormis la communauté germanophone, il englobe bien le territoire provincial qui en principe est dévolu à cette même Assemblée. Le collège provincial a-t-il été invité? A-t-il participé à l'élaboration de cette feuille de route? Un petit lien est fait avec la province par le biais d'une création de synergie, des liens structurels. Ceux-ci sont de quel ordre? Avec qui? Pendant une session du Conseil. Malgré votre interpellation à leur rencontre le mois dernier, comme sœur Anne, je ne vois rien venir de bien concret. Cet organisme privé doit-il remplacer une institution publique respectueuse des résultats électoraux? Vraiment, moi, je me pose la question. Merci. Merci, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. J'invite donc Madame Cathy Firke, députée provinciale vice-présidente, à la tribune pour la réponse du Collège provincial à cette question. Merci, Monsieur le Président. Madame Freinet, je vous remercie pour votre question qui va me permettre de faire le point sur le gré, évidemment, de la continuité de la réponse que Monsieur le député provincial président vous avait apportée au mois de mars. Je ne vais du coup pas revenir sur les objectifs du gré, ses orientations, son label AAA, tout ça a déjà été dit. Concrètement, comme vous, j'ai pris connaissance de la conférence de presse organisée par le gré le 25 octobre dernier et du document diffusé à la même occasion. Entre parenthèses, M. Gillard et moi-même étions ce matin-là à Paris pour la présentation du Tour de France féminin, dont vous aurez vu que la province sera ville-étape le 14 août prochain. Je ferme la parenthèse. Sur la route du retour, donc, j'ai pris connaissance de l'imposant document qui parle, vous l'avez dit, tant de sport et d'économie que de numérique et d'aérospatial. Cela étant,
En tant que tel, le collège provincial n'a pas été spécifiquement associé à la démarche. Mais qui l'a été, officiellement, je veux dire? Et je pose la question sans connaître la réponse. Du côté du collège, Monsieur Gillard vous avait informé et proposé en réponse à votre dernière question que le bureau du Conseil rassemble les propositions cohérentes en lien avec les thématiques dont nous nous occupons afin que notre Assemblée puisse adresser sa participation constructive au modèle. En effet, ayant pris connaissance de l'initiative du GRE Liège Cap 2030, la province avait estimé utile d'initier une démarche afin de réitérer notre rôle en matière de supracommunalité et notre volonté de rester un acteur majeur des politiques et initiatives en la matière. Nous avions donc, dans ce cadre, ouvert la démarche à l'ensemble des groupes politiques et certains d'entre vous avaient souhaité participer à celle-ci. Un document a ainsi été construit et était, pour rappel, passé en première commission puis au Conseil du 21 septembre dernier. En clair, nous n'avons donc pas attendu que le GRE vienne à nous, heureusement, nous sommes allés vers le GRE avec nos points d'attention. Un courrier est ainsi parti le 21 septembre dernier, jour du Conseil. Je vous en rappelle les conclusions. Dans ce contexte, compte tenu de leur expertise en la matière, les autorités provinciales réitèrent leur détermination à soutenir les initiatives locales et donc l'intérêt de les associer à des initiatives telles que Liège Cap 2030. Elles sont dès lors pleinement disponibles à collaborer avec le GRE dans sa nouvelle initiative afin d'éviter toute éventuelle redondance entre les initiatives respectives alors que les objectifs poursuivis sont évidemment, et vous l'avez dit, communs. J'ajoute que plusieurs intercommunales ont également souhaité travailler de la même manière. Pour le surplus, dans la foulée, nous avons bien lu dans le document publié par le GRE, la page 69, qui a pour titre « Assurer les liens structurels entre le GRE Liège et les conférences d'élus et la province ». Et je suis évidemment rassurée par rapport au fait que le rôle fédérateur de la province soit bien retenu et mis en exergue. Pour le surplus, je pense que ce projet du GRE, comme d'autres, doit encore être affiné et approfondi. Le directeur général du GRE, interrogé dans le cadre de votre question, nous confirmait d'ailleurs que des échanges devraient se tenir avec sa structure pour voir quel type de relations établir dans le cadre de cette feuille de route et plus largement de l'exécution de ces missions. Je suppose que c'est à ça que les instances du GRE vont désormais s'atteler. En réalité, c'est certainement à nous tous de répandre la bonne parole provinciale et de convaincre que la province a un rôle à jouer, ici au GRE, mais certainement plus largement pour l'ensemble des citoyens. Je conclurai malgré tout sur une note d'optimisme. Selon moi, à ce jour, il n'y a pas encore de concurrence entre la province de Liège, qui tient un rôle institutionnel et constitutionnel, et le GRE, association qui devrait jouer le rôle d'ensemblier qui lui a été confié par ses statuts et ses instances. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, Madame la députée provinciale vice-présidente. Une réaction? Non. Nous pouvons donc continuer notre ordre du jour. Avant d'entamer nos travaux relatifs aux documents budgétaires, je tiens à vous rappeler que la date de clôture pour le dépôt des amendements budgétaires est fixée à aujourd'hui. Ceux-ci seront systématiquement renvoyés aux commissions compétentes qui les examineront dans un délai de 3 mois, suivant l'approbation par la tutelle du budget. Tout amendement doit être déposé par écrit et signé par son auteur. L'ouverture des dossiers relatifs aux documents budgétaires 2023-2024, y compris la note de politique générale. Pour faciliter la suite de nos travaux, je vous propose de regrouper les points 4 à 15 de l'ordre du jour actualisé, à savoir le document 01, budget provincial 2023, troisième série de modifications. Le document 02, emprunt de couverture des dépenses extraordinaires de 2023, quatrième série. Les documents 03 à 010, perception des taxes provinciales pour l'année 2024. Le document 011, projet de budget des recettes et dépenses provinciales pour l'année 2024.
Le document 012, emprunt de couverture des dépenses extraordinaires de 2024, première série. Les documents 01 et 011 ont été soumis à l'examen de la deuxième commission. Les documents 02 à 010 et 012 ont quant à eux été soumis à l'examen de la cinquième commission. En deuxième commission, le document 01 ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, M. Thomas Chialon, à nous en faire connaître les conclusions. Vous avez la parole, Monsieur le conseiller. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le gouverneur, Monsieur le directeur général provincial, chers collègues, la réunion conjointe des deuxième et cinquième commissions s'est réunie donc le 10 octobre dernier. Les commissaires ont profité d'une présentation très complète de la troisième série de modifications budgétaires du projet de budget exposé par notre directeur financier provincial et en ont reçu copie. Je me fais d'ailleurs le porte-parole des membres de ces commissions pour le remercier ainsi que l'ensemble des agents provinciaux présents lors de nos travaux, tant pour leur disponibilité que pour la précision des réponses apportées aux questions. Lors de cette séance, spécifiquement sur le document 001, troisième modification budgétaire, un commissaire a souhaité des précisions sur les droits en instance. Il lui a été répondu qu'il s'agit de droits à percevoir par la province à hauteur de 50 millions d'euros et des précisions ont été apportées sur la technique budgétaire globale. Un commissaire s'interrogeait sur les mises en réserve en supracommunalité. Il lui a été répondu qu'il s'agit pour le collège de démontrer sa volonté d'affecter une partie des réserves à la supracommunalité. Monsieur le Président, j'embraye avec la discussion en deuxième commission sur les modifications budgétaires. Non, on va passer après. Voilà, merci Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial. Le document 011, n'ayant soulevé aucune question, c'est par 6 voix pour et 5 abstentions que votre deuxième commission vous propose de l'adopter. En cinquième commission, les documents 06 et 010 ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, M. Guy Dubois, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues, rapporteur de la cinquième commission qui s'est réunie mercredi 18 octobre à 17h30 au Palais provincial, document 22-24-006. Le commissaire demande si le fait de conserver une taxe sur les banques ne risquerait pas de mettre en porte-à-faux les institutions provinciales face aux autres niveaux pouvoirs. Il lui a été répondu que la taxe fait partie de la nomenclature des taxes autorisées par la circulaire budgétaire pour 2024 et donc autorisée par la Wallonie. Le point a été voté par 7 pour et 2 contre. J'embraye avec la 010. La 010, oui. Donc, lors de la même commission, donc le point 010, donc enfin 23-24-0010, un commissaire évoque le fait qu'une autre province a décidé de réduire ses centimes additionnels au précompte immobilier. Il lui a été répondu qu'effectivement la province de Luxembourg a souhaité diminuer ses centimes additionnels de 50. Mais c'est la province qui a le plus haut taux de centimes additionnels au précompte immobilier, soit un taux de 1980. En le diminuant de 50, la province de Luxembourg reste malgré tout la province avec le plus haut taux de Wallonie. En province de Liège, le taux est de 1750. Le maintenir garantit à l'institution de pouvoir à assumer les années à venir où les dépenses ne cesseront d'augmenter. Encore plus avec la reprise augmentée après 2024 des dotations communales aux zones de secours. Le point a été voté par 7 pour et 2 contre. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial. Les autres documents 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09 et 12, n'ayant soulevé aucune question, votre cinquième commission vous propose de les adopter à l'unanimité pour les documents 02 et 012 et par 7 voix pour et 2 abstentions pour les documents 03, 04, 05, 07, 08 et 09.
J'ouvre la discussion générale. Je vous rappelle que toutes les questions doivent être posées aujourd'hui. Je prends note des intervenants qui souhaitent intervenir. Muriel. Et les questions, Victoria, Chantal, Guy, Thomas, Luc, Serge, Astrid et Pierre. D'autres demandes? Sabrina, Rafik, oui. D'autres interventions, d'autres demandes? Oui, Marie, j'ai noté. Muriel. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, chers collègues, pour le groupe écolo, je dépose ce jour un amendement budgétaire d'€1 prévisionnel pour la demande d'un cadastre des abris et dispositifs permettant aux travailleurs et utilisateurs des bâtiments provinciaux permettant la pratique du vélo au quotidien. La province de Liège développe sur son pan touristique une accroche vélo intéressante, les points nœuds, les circuits trail, il reste du travail, mais la sensibilité est présente et je m'en réjouis. Pour le volet vélo au quotidien, le manque est plus flagrant. Manque d'abris sécurisés, manque de local adéquat pour se changer, manque d'accès sécurisé. Par cet amendement budgétaire, c'est d'abord une demande d'un cadastre qui est visé. Certains bâtiments sont bien équipés, d'autres ne le sont pas. Je souhaite avoir une idée précise de ce qui existe, de ce qui est en cours et de ce qu'il reste à faire afin de favoriser les déplacements vélo au quotidien. Il y a un deuxième, je fais dans la Vas-y, fais le deuxième. Amendement budgétaire. Pour le groupe écolo, je dépose ce jour un amendement budgétaire d'€1 prévisionnel pour une analyse du budget provincial au budget sensible au genre. Je suis un peu têtu. Et donc, je ne vais pas vous faire l'injure de le relire. C'est le même que la fois dernière. Donc, travaillons dessus et avançons. Voilà. Merci, Madame la conseillère. Victoria. Merci, Monsieur le Président. Le groupe MR a bien pris connaissance de l'avis de la Cour des comptes sur le projet du budget 2024. À cette occasion, en page 15 et à propos des entités consolidées, nous avons pu lire ceci. L'annexe, exigée depuis 2021 par la circulaire budgétaire, a bien été établie pour les dépenses de transfert relatives aux ASBL et aux autres associations et fondations d'utilité publique créées par la province, auxquelles celles-ci participent ou qui bénéficient d'aides provinciales pour un montant cumulé égal ou supérieur à 50 000 € par an. En revanche, et c'est ce qui retient notre attention, la justification par la province pour les 54 entités mentionnées du recours à un subventionnement des institutions concernées, ainsi que la motivation de leur non-intégration dans l'institution provinciale ne sont pas explicitées. Or, une colonne de la dite annexe est bien libellée dans ce sens. Tout au long de cette législature, nous avons pu constater une réduction du nombre d'ASBL et autres structures provinciales dont il est fait mention ci-avant. Le Collège peut-il nous fournir une vue générale de l'évolution de ce nombre depuis 2018 ? En outre, le Collège peut-il nous éclairer sur le fait que le recours à un subventionnement ainsi que la motivation de la non-intégration dans l'institution provinciale ne sont pas explicités ? Enfin, et toujours dans ce cadre, le Collège peut-il plus particulièrement nous informer de l'évolution de la réflexion concernant l'ASBL FTPL? Je vous remercie. Merci, Madame la conseillère. Chantal.
Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, depuis plusieurs années maintenant, la province de Liège a entamé une profonde démarche de rationalisation immobilière. La vente du château de Harzé, dont la presse s'est fait l'écho, a d'ailleurs été l'un des jalons de cette dynamique en 2023. Dans le même genre, et tout aussi relayé par les journalistes, le déménagement de la bibliothèque des Chiroux vers le B3 flambant neuf et augurant de la renaissance de tout un quartier, laisse un bâtiment provincial vide au sein du centre-ville. S'il est heureux de voir que la province de Liège n'hésite pas à concrétiser des chantiers d'ampleur tels que le projet déployé à Bavière au cours de cette législature, qu'envisage-t-elle de faire des surfaces qu'elle déserte? Aucun montant n'est inscrit en faveur du complexe Chiroux-Croisier au budget extraordinaire 2024. Quelle est la vision du collège à son égard? Merci. Merci, Madame la conseillère. Monsieur Guy Dubois. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, l'impact de la réalité énergétique entre les mentions de recours à la géothermie pour un montant d'1 500 000 €, dont 1 million subsidié, d'installation de panneaux photovoltaïques, de remplacement de chaudières, d'isolation de toiture, de l'inscription de 2 projets PRR pour le site scolaire de Huy et de Serein, félicitant la transition énergétique des infrastructures pour 13 800 000 €, dont 6 041 640 subsidiés. Je constate la récurrence d'un souci d'amélioration énergétique du patrimoine immobilier provincial. Qu'en est-il justement de l'impact de l'augmentation du coût des énergies sur le budget provincial? Et pouvez-vous préciser ce qui est fait pour s'adapter à cette réalité? Je vous remercie. Merci, Monsieur le conseiller. Thomas. Merci, Président. Chers collègues, j'aurais 2 sujets sur lesquels je voudrais poser une question au collège. Premier concerne les infrastructures. Le budget extraordinaire 2024 prévoit des travaux à hauteur de 3 millions d'euros en faveur du site de Saint-Laurent qui héberge le département santé et affaires sociales. Les investissements sur le site seront donc conséquents encore. Est-il possible de faire le point sur la politique infrastructurelle qui s'y déploie? Toutes les chances sont-elles données à une rationalisation efficiente par rapport aux spécificités du lieu, c'est-à-dire notamment l'amélioration énergétique, la recherche de subventionnement et l'affectation des espaces au gré des besoins actuels, etc. Et le deuxième sujet concernera la culture. Nous avons constaté avec satisfaction que les inscriptions budgétaires pour les subsides destinés aux grandes institutions culturelles, telles que l'opéra, l'orchestre philharmonique et le théâtre, sont identiques à celles de 2023. Le collège a-t-il l'intention de liquider totalement ces subventions en 2024? Quels contacts sont pris en ce sens avec les opérateurs qui attendent, évidemment, pour eux-mêmes finaliser leur budget, l'intention provinciale? Et je sais que le député président et le collège, dans sa politique culturelle, ont à cœur de soutenir ces grandes infrastructures aussi par des projets spécifiques dans la politique culturelle. Qu'en sera-t-il en 2024? Je vous remercie. Merci, Monsieur le conseiller. Luc. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, chers collègues. Mon premier point donc, vise à informer que nous déposons un amendement conjointement avec le groupe Écolo visant à neutraliser l'inflation 2024 dans la perception des additionnels au précompte immobilier, davantage de considérants et d'attendus dans mon intervention de demain. 2. Une question plus en lien avec l'actualité et bien évidemment en lien également avec le budget 2024. Le 6 octobre 2023, une pétition nous parvenait par mail pour alerter le Conseil sur une situation problématique au bâtiment de l'IPEPS Liège au quai Godefroy-Curtin, où les locaux du 4e et du 5e étage n'étaient plus desservis ni par les ascenseurs ni par le monte-charge, et ce depuis 6 mois.
Cette question a été traitée en 4e commission. On a bien confirmé que les mesures urgentes étaient prises, qu'il s'agissait de difficultés liées à des délais de livraison et d'intervention de la part d'une entreprise. Mais donc ma question, j'y arrive, suite à cet incident, la notoriété provinciale a été, je trouve, entachée. Les médias s'en sont emparés, laissant penser une fois de plus qu'il s'agissait d'une gestion à la petite semaine. Donc même si en commission il a été démontré le contraire. Ma question est donc la suivante dans la perspective de nos discussions budgétaires. Le service infrastructure dispose-t-il d'une liste d'urgences sur lesquelles travailler? Quels sont les éléments d'organisation au sein du service infrastructure et aussi les éléments financiers inscrits dans le budget 2024 afin que la survenance d'une situation de ce type soit minimisée d'ici la fin de la législature? Je vous remercie pour votre réponse. Merci, Monsieur le chef de groupe. Madame Monville, Marie. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, au cours des derniers mois, le ministre en charge des pouvoirs locaux s'est à plusieurs reprises exprimé sur la volonté de travailler à une réforme de l'organisation des cultes afin d'adapter cette matière aux réalités sociologiques du XXIe siècle. L'objectif annoncé est de dégager des solutions qui permettront de concilier les intérêts des pouvoirs locaux, des défenseurs du patrimoine et des communautés cultuelles. Et en tant qu'échevine des cultes dans ma commune, je peux comprendre et mesurer l'intérêt et la nécessité de l'initiative. Une concertation avec les représentants des cultes reconnus est en cours afin d'aboutir à une réforme tenant compte des réalités de terrain. Parmi les mesures, on évoque un plafonnement du soutien public et une régionalisation des 5 des 6 cultes reconnus, les cultes protestants, musulmans, israélites, anglicans et orthodoxes. Certains de ceux-ci sont actuellement sous la tutelle de la province qui en assume le financement, je pense en particulier aux cultes musulmans et orthodoxes. Dans le cadre de ce chantier, les provinces ont-elles été consultées, voire invitées à la table des négociations? Des données plus précises vous sont-elles parvenues? Aussi, dans une même approche d'harmonisation et de rationalisation, une réflexion autour du subventionnement provincial des maisons de la laïcité et des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues est-elle amorcée? Et là, on est quand même dans des... Je veux dire, au niveau du budget consacré au culte et à la laïcité, on a 95% de l'enveloppe. Donc voilà, c'était une petite question complémentaire. Je vous remercie pour votre attention et d'avance pour votre réponse. Merci, Madame la conseillère. Serge. Et la parole, Monsieur le conseiller. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, j'ai plusieurs questions suite à la présentation de votre budget 2024. La première concerne la gestion des cours d'eau de compétences provinciales. Depuis quelque temps, nous sommes contactés par des mandataires locaux qui s'inquiètent de la difficulté de réalisation de travaux soit en zone inondée en juillet 2021, soit dans des communes autres de la province de Liège. La première question vient de la commune d'Ewaye. Lors des inondations de 2021 à Ewaye, plus précisément à Remouchon, le ruisseau Gervovin, qui termine son parcours dans une canalisation rue de Louvnier vers l'Amblay, va déborder. La cavité voûtée qui couvre le ruisseau était quasi complètement bouchée par tous les déchets ramenés par l'eau, tant la pression de l'eau venant du ruisseau et des chantoirs de Daigne était importante. En urgence, une partie a été enlevée pour permettre le passage de l'eau. Mais le travail n'a pas été terminé. Tout est à l'arrêt depuis 2021. Lorsque ma collègue Mélanie Leponce, conseillère communale à Ewaye, a demandé où en était l'avancement des travaux lors du conseil communal du 4 septembre, l'échevin des travaux a répondu que toute cette partie du ruisseau Gervovin dépendait de la province. Je vous demande donc aujourd'hui ce qui est prévu et quand les travaux auront-ils lieu. Autre exemple, la commune de Bleugny est dans les communes pilotes désignées par le collège pour connaître les attentes au niveau supracommunal et expliquer les collaborations possibles avec la province. Lors d'une rencontre au mois d'août 2023 entre l'administration provinciale et les autorités communales de Bleugny, la commune a exposé un dossier en attente de 9 mois. 2 canalisations proches des berges étaient brisées et la commune demandait simplement l'autorisation à la province d'effectuer la réparation à sa charge.
À ce jour, la commune n'a toujours pas d'autorisation. Toujours dans le cadre des inondations de juillet 2021 dans notre province, le Conseil provincial du 27 janvier 2022 avait accordé une enveloppe de 300 000 € à l'ASPI dans le cadre de la gestion de crise post-inondation. En mai 2023, l'administration provinciale écrivait que 252 479 € de subventions n'avaient pas encore été justifiées au niveau de l'utilisation par l'ASPI. Pouvez-vous nous informer du suivi de ce dossier pour éviter la perte des subsides régionaux? De manière générale, pourrions-nous recevoir un état des lieux des travaux post-inondation et de ce qu'il reste à faire sur l'ensemble de la province au niveau des ruisseaux, rivières et leurs berges? Le second thème concerne l'enseignement. Depuis la fermeture des Chirous, je rejoins un peu Madame Neven, et le départ vers le bâtiment du B3, plusieurs citoyens nous ont interpellés pour connaître la nouvelle affectation qui sera donnée au bâtiment situé au Chirou et qui appartient à la province. La province va-t-elle être partenaire dans l'éventuel retour de la faculté de droit de l'Université de Liège dans le centre de la ville de Liège? Participez-vous à la réflexion? Plus largement, la province est-elle en discussion pour une réflexion sur la fusion des réseaux publics avec la ville de Liège ou la Fédération Wallonie-Bruxelles? Une troisième question concerne la fin des activités en lien avec l'insémination porcine. Le collège provincial a décidé de la fermeture au 30 septembre de son centre d'insémination artificielle porcine d'Argenteau, plus communément appelé le SIAP. La justification étant le travail de réflexion sur la pertinence de ces missions. Depuis lors, une partie du personnel a été réaffectée à de nouvelles tâches et d'autres sont en attente de réorientation dans les services provinciaux. Pouvez-vous m'informer si des formations sont prévues pour le personnel qui doit changer de fonction? Autre question, que vont devenir les bâtiments situés sur le site d'Argenteau? Merci pour vos réponses. Merci, Monsieur le conseiller provincial. Astrid. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, ici, ça concerne le test du CAF, du certificat d'aptitude fédérale pompier volontaire à l'école du feu. Donc, le manque d'effectifs dans nos zones de secours devient alarmant concernant les pompiers volontaires. Comme par exemple dans notre belle ville de Malmedy, il y a 2 mois, une réserve de recrutement a été établie et 40 postes étaient ouverts. Seuls plus ou moins 12 candidats se sont présentés et avaient le fameux sésame du CAF. Ils ont constaté, suite à une large discussion, qu'en province de Liège, le test du CAF se fait en 3 demi-journées, ce qui freine bon nombre de citoyens, vu que ceux-ci doivent donc prendre 3 jours de congé pour pouvoir le passer. Dans les autres provinces, ce test se fait en une seule et unique journée. Pourrions-nous donc envisager de changer notre formule actuelle afin que plus de personnes puissent se présenter? Et je viens de voir d'ailleurs que même ce mois-ci, il n'y a même pas une seule possibilité de passer ce test en province de Liège, ce qui, personnellement, je trouve ça alarmant aussi. Merci. Merci, Madame la conseillère. Pierre. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, une question au du tourisme. Vous n'êtes pas sans savoir que la région wallonne encourage grandement la transition digitale et en particulier dans le domaine du tourisme. En effet, les touristes sont aujourd'hui plus que jamais connectés pour l'ensemble des prestations qui leur sont proposées. Il est donc essentiel que le secteur reste en phase avec cette clientèle au risque de perdre de précieuses parts de marché. Le mouvement a été initié dès 2020 avec l'apparition du Pass Visite wallonien, qui a connu un grand succès dans une année, il est vrai, particulière. Et cet outil n'a cessé d'évoluer sous la houlette de Visite Wallonia pour devenir aujourd'hui une application vouée finalement à devenir une espèce de Netflix du tourisme, tant la volonté est de coller aux attentes du touriste tout en leur proposant des découvertes géolocalisées. Cette digitalisation connaît actuellement une nouvelle accélération puisque le Commissariat général au tourisme a lancé en octobre dernier l'opération Mon bagage numérique à destination des professionnels. Par ce biais, le CGT
entend accélérer la transition du secteur en l'accompagnant dans un premier temps dans l'établissement d'un diagnostic de sa maturité digitale pour après lui proposer plus de 200 formations dans le domaine. On a donc un paysage touristique qui se recompose petit à petit avec d'un côté Visit Wallonia en phase avec le client final, de l'autre le CGT en phase avec les professionnels et entre les deux, les provinces qui doivent être, à mon sens, un appui dans cette dynamique. La province de Liège en tant que territoire est incontestablement une terre de tourisme. La province de Liège en tant qu'institution possède une fédération du tourisme qui, je vous l'accorde d'avance, monsieur le député, nous est souvent enviée. Dans ce contexte général, il est donc important que la FTPL reste à la pointe pour de multiples raisons, vous l'aurez compris, économiques, mais pas uniquement. J'aimerais dès lors savoir ce qui est prévu dans ce budget 2024 pour la transition digitale du secteur touristique. Je pense notamment à la mission de formation de la FTPL, essentielle pour accompagner l'évolution du secteur. La fédération, comme les provinces en général d'ailleurs, possède l'atout de la proximité. Nous sommes toujours les plus proches du terrain. Servons-nous-en pour démontrer une fois de plus toutes nos compétences. Je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller. Sabrina? Sandrine. Je ne me tromperai plus. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je vais vous proposer la création de 4 amendements budgétaires d'€1 prévisionnel. Donc le premier, après le profil santé présenté aux communes l'année dernière par les services, je demande la création d'un amendement budgétaire d'€1 pour un dénombrement du mal logement sur toute la province de Liège, comme cela vient d'être effectué sur Wiwarem. Je pense qu'il serait intéressant que chaque arrondissement connaisse ses propres chiffres et donc ses besoins, et que ce serait judicieux que ce soit la province qui l'organise. Le deuxième, la carte des points nœuds de la province de Liège est assez vide autour de Wimarchin, Nouans et Modave, ce qui ne permet pas de faire des boucles actuellement au départ de ces communes. Je propose donc un AMB d'€1 pour une étude de faisabilité et pour le développement du réseau sur cette région. Le troisième, la création d'un amendement pour une étude de faisabilité pour un projet pilote de création d'une ombrière d'un parking de la province, permettant de valoriser les places de stationnement en implantant des panneaux photovoltaïques au-dessus. Les parkings sont en effet des zones propices au développement du solaire photovoltaïque. Ces surfaces sont en général de grande dimension et disposent d'un bel ensoleillement. Ce serait un atout pour la province qui pourrait couvrir une partie de sa consommation tout en protégeant les voitures du soleil et de la pluie. Mon dernier, créée en 2018, la fresque du climat est devenue l'outil de référence qui permet aux individus et aux organisations, qu'elles soient publiques ou privées, de s'approprier le défi de l'urgence climatique, car pour agir, il faut comprendre. La fresque du climat est un outil neutre et objectif. Il se fonde sur les données issues des rapports scientifiques du GIEC, dont les recommandations orientent les décisions politiques et économiques à l'échelle mondiale. L'atelier vise à mobiliser l'intelligence collective pour sensibiliser les participantes au changement climatique. Son approche ludique et pédagogique permet à tous les publics de s'approprier le sujet des changements climatiques et vise à éviter une descente verticale du savoir. Durant l'atelier, les participants relient les liens de cause à effet et intègrent les enjeux climatiques dans leur globalité. Donc, pour donner une conclusion progressiste et constructive à la commission spéciale climat créée en début de législature, je demande la création d'un amendement budgétaire pour €1 pour la création d'une fresque climat pour la province de Liège, car chaque dixième de degré compte. Merci, Madame la conseillère. Rafik. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les conseillers. 3 petites questions avant l'intervention budgétaire de demain. 2 questions concernant des bâtiments de la province. Donc, l'ancien Créalab situé quai Kurt est en transformation. À l'occasion de l'enquête publique, les aspects de mobilité et de durabilité ont été critiqués sans pour autant faire modifier le projet. Par contre, l'annonce d'un nouveau projet de centre culturel est une bonne nouvelle a priori. Les espaces culturels à Liège ne sont pas en suffisance pour permettre la production, la diffusion et la promotion de toutes les œuvres et créations liégeoises, mais aussi wallonnes, belges et internationales.
Avec l'annonce d'un nouveau budget consacré à cette transformation, on s'attendait à plus de détails quant à l'avenir de ce lieu. Les quelques phrases présentes dans la note de politique générale ne permettent pas vraiment de connaître les contours de ce projet. L'enquête publique mentionnait une salle d'exposition, un espace bureau, un centre de création, un atelier d'artistes et enfin un espace multimédia et de réserve. Comme vous le savez, la province de Liège compte de très nombreux créateurs dans toutes les disciplines, mais force est de constater qu'ils sont insuffisamment valorisés et qu'ils éprouvent des difficultés à vivre de leur art et à réaliser leurs projets. Ce projet CURT peut donc répondre à certaines attentes s'il se destine à accueillir les artistes et les créateurs liégeois. Mes questions sont donc, comment se construit ce projet et surtout comment sont consultés et surtout impliqués les futurs usagers de ce lieu. Autres bâtiments et autres affectations, l'ancienne bibliothèque des Chiraux a donc été vidée et se destine à comprendre les réponses obtenues en mai dernier à être revendue. À lire le budget extraordinaire et à tenter de décoder les recettes, on comprend que ce n'est pas pour cette année que la province compte conclure la vente. Cela pose des questions quant à l'occupation temporaire des lieux. Quelle collaboration avec les créateurs et porteurs de projets liégeois pour faire vivre le lieu en toute sécurité? Et cela pose aussi question quant à l'avenir à moyen terme du lieu. Un bâtiment aussi grand à l'abandon en centre-ville, c'est le risque d'un énième chancre en cité ardente. Dernière question, en termes de supracommunalité, le réseau Point Nœud continue à se développer et on annonce une enveloppe pour son extension en 2024, ce qui constitue plutôt une bonne nouvelle. Néanmoins, nous aurions souhaité une enveloppe plus consistante pour la promotion de ce réseau essentiel du tourisme lent. Les 4548 utilisateurs du site web annoncés au dernier rapport d'activité, cela reste vraiment en deçà du potentiel d'utilisation de ce site. Idem pour les brochures papier, des boucles mises en avant dans les brochures. Plusieurs maisons de tourisme se sont plaintes de rupture de stock trop précoce, malheureusement. Voilà, merci pour vos réponses d'avance. Merci, monsieur le chef de groupe. Grégory. Merci, monsieur le président. De la très lente rénovation des bâtiments scolaires, un enseignement de qualité a besoin d'infrastructures de qualité. C'est une évidence, mais elle peine à se réaliser dans plusieurs bâtiments scolaires de la province. Avant les congés d'automne, courant du mois d'octobre, a eu lieu un mouvement de grogne dans plusieurs écoles de la province. Les IPEPS de Herstal, Liège et Serein. En cause des bâtiments délabrés, manque de chauffage car chaudière en panne, problème ou manque d'aération, fenêtres. Et des ascenseurs ou monte-charge en panne, ce qui engendre des soucis pour les élèves à mobilité réduite de l'établissement qui en accueille, ainsi qu'un manque de produits d'hygiène et d'entretien. Ceux-ci ne sont plus acheminés vers les étages supérieurs et à l'inverse, des poubelles pleines s'entassent car elles ne sont plus descendues. J'ai encore eu confirmation par un professeur, pas plus tard que ce week-end, de tous ces différents problèmes. Nous étions déjà intervenus lors d'un précédent conseil à ce sujet. J'ai pu constater également une certaine lenteur, administrative peut-être, pour des décisions concernant les travaux. Les différents acteurs se rejetant parfois la balle. PO, VS Service Enseignement, VS Service Infra. J'ai aussi pris connaissance de plusieurs réunions qui ont eu lieu suite à ce mouvement de contestation des étudiants et professeurs. Des promesses de réparation des ascenseurs et des solutions provisoires de délocalisation de certains cours y ont été présentées. Mais quel gâchis et quelle perte de temps! Les problèmes étaient connus pour la plupart à la rentrée et pourtant rien n'a été entrepris. Au-delà de la question du mauvais jeu de renvoi des responsabilités entre les services provinciaux, cela pose la question de la lenteur à laquelle sont rénovés les bâtiments scolaires. Au budget extraordinaire 2024, si on peut quand même se féliciter des 2 dossiers de rénovation à l'EPOI et à l'EP Serein, avec notamment les subsides du plan de relance et de résilience européen, on ne peut que déplorer le panachage habituel des travaux d'investissement dans les différents bâtiments scolaires. Bien sûr, il faut des travaux d'entretien réguliers pour chaque établissement, mais je veux pointer ici le fait que la rénovation par morceaux, comme elle est entreprise, est lente et parfois inefficace. On change les chaudières une année, on doit attendre l'année suivante pour placer les châssis. D'abord les châssis à l'avant du bâtiment la première année, puis les châssis à l'arrière du bâtiment l'année suivante. Je caricature un peu. À quand donc un audit complet des bâtiments de l'enseignement de la province et surtout à quand un plan de rénovation des bâtiments tout aussi complet qui opte pour une réhabilitation totale bâtiment par bâtiment? Merci d'avance pour vos réponses. Merci, monsieur le conseiller. Y a-t-il
Un autre conseiller qui souhaite poser une question? Non. Le Collège provincial répondra à l'ensemble de ces questions demain. Point 16 de l'ordre du jour, document 013, modification statutaire, cumul articles 13 et 14 du statut administratif du personnel provincial non enseignant. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et une abstention que votre première commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la première commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Le point 17 de l'ordre du jour, le document 014, modification du chapitre 3 de l'annexe 4 du statut administratif du personnel provincial non enseignant, congé de circonstance, congé de naissance et congé exceptionnel pour cas de force majeure. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et une abstention que votre première commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la première commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 18 de l'ordre du jour, le document 015, approbation des règles de réservation aux activités qui se dérouleront au B3. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et a soulevé une question. J'invite donc le rapporteur, Mme Marie Monville, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Donc, votre première commission a examiné le document 23-24-15. Un commissaire s'interroge sur les limites du système de réservation en ligne. Il lui est répondu que tout un chacun a effectivement la possibilité de réserver en ligne, mais qu'il existe une alternative pour ceux qui n'ont pas accès à Internet via les agents d'accueil qui restent disponibles sur le site. Ce document a fait l'objet d'un vote à 8 voix pour et une abstention. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non. Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la première commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Les points 19 à 21 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 016 à 018, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien des ASBL Assistance à l'enfance, coopération culturelle régionale de l'arrondissement de Liège et présence et action culturelle régionale de Liège. Ces 3 documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 8 voix pour et une abstention que votre première commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions en ce qui concerne ces 3 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 3 résolutions. Le point 22 de l'ordre du jour, le document 029, subsides supracommunaux 2023, octroi d'une promesse ferme pour le projet d'extension du réseau cyclable de Haute-Meuse-Serein-Neupré, ayant obtenu plusieurs promesses de principe antérieurement. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et une abstention que votre première commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la première commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 23 de l'ordre du jour. Le document 030. Octroi de subventions en matière de relations avec les territoires, les villes et les communes. Demande de soutien de l'ASBL des Racines et des Ailes d'Acier, complément de financement pour une étude de faisabilité dans le cadre de la réhabilitation du site du Haut-Fourneau B d'Ougrey. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et une abstention que votre première commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la première commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 24 de l'ordre du jour, le document 031, don du mobilier de la bibliothèque Chirou aux bibliothèques du réseau de la province de Liège.
Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 1 abstention que votre première commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la première commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Les points 25 à 27 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la deuxième commission, à savoir les documents 019, 020 et 033. Octroi de subventions en matière de sport, demande de soutien des ASBL All Club de Liège, OK, Royal Entente Sportive Wans-Bazoa et Basse-Meuse Football Academy. Ces 3 documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 8 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la deuxième commission en ce qui concerne ces 3 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 3 résolutions. Les points 28 et 29 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la deuxième commission, à savoir les documents 021 et 022, octroi de subventions en matière d'affaires sociales, demande de soutien de l'ASBL Centre régional de Verviers pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère et de l'administration communale d'Ouffet. Le document 022 ayant soulevé une question, j'invite le rapporteur, Mme Isabelle Imblet, à nous en faire connaître les conclusions. Vous avez la parole, Madame la conseillère. Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les conseillers, la deuxième commission s'est tenue en date du 20 octobre au Palais provincial. Le document 2324/022 concernant la demande de soutien de l'administration communale d'Ouffet dans le cadre de la construction d'un port-car a soulevé une question. Une commissaire s'interroge de savoir si c'est un dossier en matière sociale ou en matière santé, car dans les documents, l'objet mentionne octroi en matière de subvention en matière sociale, alors que dans le texte, il est inscrit en matière de santé. Il lui a été répondu que c'était une coquille et lui est précisé également que c'est un port-car qui a un rôle de préau destiné à apporter une zone ombragée. Alors, le vote a été de 8 voix pour et 3 abstentions. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Le document 021 n'ayant quant à lui soulevé aucune question, c'est par 8 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la deuxième commission en ce qui concerne ces 2 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 2 résolutions. Point 30 de l'ordre du jour, le document 023, octroi de subventions en matière de santé, demande de soutien de l'ASBL Centre d'éducation conductive en province de Liège, les Petits Pas de la Grenouille, CEC Liège, PPG, dans le cadre de l'achat de matériel et de fournitures de bureaux durant l'année 2023. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la deuxième commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 31 de l'ordre du jour. Le document 024, octroi de subventions en matière de communication, demande de soutien de l'Union professionnelle des métiers de la communication, 25e édition de la remise des prix de l'UPMC le 9 novembre 2023 au B3. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non. Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 32 de l'ordre du jour, le document 025, mise en non-valeur de créances fiscales en ce qui concerne la taxe sur les établissements dangereux pour les années budgétaires allant de 1999 à 2016.
Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc à l'unanimité que votre 5e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 5e commission? Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, le groupe des engagés. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe PTB, le Conseil, adopte la dite résolution. Point 33 de l'ordre du jour, le document 026, mise à disposition des villes et communes partenaires d'un fonctionnaire provincial chargé de sanctionner les infractions administratives, les infractions environnementales et les infractions de voirie communale. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc à l'unanimité que votre 5e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non. Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 5e commission? Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, le groupe des engagés. Qui est contre? Le groupe PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 34 de l'ordre du jour, le document 027. Aqualis, deuxième Assemblée générale ordinaire fixée au 22 novembre 2023. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 7 voix pour et 2 abstentions que votre 5e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 5e commission? Le groupe Écolo, PS, MR, les engagés. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 35 de l'ordre du jour, le document 028, la CIL, deuxième Assemblée générale ordinaire 2023 et Assemblée générale extraordinaire fixée au 16 novembre 2023. En raison du report au 21 décembre 2023 des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la CIL, pour cause de modification à l'ordre du jour de son AGE, ce point est retiré et un nouveau document sera soumis au vote de notre Assemblée ultérieurement et au plus tard le 14 décembre 2023. Point 36 de l'ordre du jour. Approbation du procès-verbal de la séance du 21 septembre 2023. Aucune réclamation n'ayant été déposée en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal de notre dernière réunion, je le déclare approuvé et déclare close la séance publique de ce jour. Nous nous retrouverons dès demain, mardi 7 novembre à 16h30 pour la prochaine réunion du Conseil provincial. Séance à huis clos, en application de la...